BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec, il faut dire, beaucoup d'interrogations, ça soit tant sur le plan politique, vous le savez mieux que moi, ou sur le plan géopolitique, ou sur la situation économique et sociale. On va en parler tout de suite avec mon invité qui est en direct de la REF. C'est Antoine Fouché, c'est, vous le savez, l'un des meilleurs spécialistes du travail. Il publie un livre qui fait déjà beaucoup de bruit, Sortir du travail qui ne paie plus. C'est aux éditions de l'Aube. On sait dans son discours d'introduction, Patrick Martin, le président du MEDEF, a dit attention, il est hors de question qu'on paye, on augmente le SMIC à 1 600 €, mais c'est sûr qu'il y a un problème de salaire. Bonsoir Antoine Fouché. Merci d'être avec nous dans ce magnifique décor. Ce livre, j'ai envie de dire, on est presque un peu étonné qu'il vienne de vous, parce que vous dites que le travail ne paie plus, qu'il ne permet plus d'augmenter le niveau de vie, qu'il faut un Big Bang populaire. On va rappeler que vous avez été pendant longtemps conseiller de Muriel Pénicaud lorsqu'elle était ministre du Travail, que vous êtes vraiment un des grands spécialistes là-dessus. Le travail ne paie plus, il y a donc, vous reconnaissez un peu les revendications sociales. Oui, c'est vrai. J'admets que ça peut être perçu comme ça. C'est un sujet qui est de plus en plus à l'agenda social parce que la situation dure. C'est-à-dire que depuis 2017, effectivement, le pouvoir d'achat n'a pas tellement augmenté. Et comme ça faisait depuis 2008-2009 qu'on avait un sujet, maintenant ça fait 15 ans. Et du coup, le sujet a pris beaucoup plus d'ampleur. Il est beaucoup plus important qu'il y a 7 ans, en 2017. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le sujet a pris une telle importance qui, je pense vraiment, qu'il n'avait pas il y a encore 10 ou 15 ans. Oui. Alors, Antoine Fouché, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez qu'avant, justement, le travail, il permettait de changer de vie, d'avoir un meilleur niveau de vie que ses parents. Et c'était pour ça qu'on travaillait, ça valait le coup de travailler. Aujourd'hui, on peut se poser la question, parce que à la limite, il y a des situations où le travail ne paie pas plus que d'être, allez, disons-le, au chômage, ou par exemple les retraités aussi gagnent plus, parfois, que des salariés. Donc, rappelez-nous un tout petit peu le diagnostic que vous faites dans votre livre, qui est au demeurant vraiment un peu spectaculaire. Le diagnostic, c'est une source de l'INSEE à l'appui, en statistique de l'INSEE à l'appui, pardon, que chacun peut vérifier. Je le résume en un mot, c'est que depuis 1945, chaque génération vivait de mieux en mieux en travaillant de moins en moins grâce à un travail de plus en plus productif. Et ça, c'est terminé. Ou pour le dire autrement, les générations qui travaillent aujourd'hui sont les premières depuis 1945 qui vont devoir travailler autant, voire davantage que leurs parents, et sans avoir l'espérance de travailler beaucoup mieux qu'eux. Et ça, on le voit sur le long terme, c'est l'intérêt des statistiques sur longue durée de l'INSEE. Dans les 30 glorieuses, le pouvoir d'achat augmentait à peu près de 5% par an, ce qui permettait à peu près de doubler son niveau de vie en 15 ans. Des années 80 à la fin des années 2000, c'était plutôt 2% par an. Donc là, avec une vie de travail, on vivait 2 fois mieux. Maintenant, depuis 15 ans, c'est 0,8% par an. Alors, c'est une moyenne, évidemment. Il y a des gens où c'est pire et d'autres où le travail permet encore de changer de niveau de vie. Mais pour la majorité des gens, c'est ça l'avantage de faire des moyennes. Pour la majorité des gens, travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Pour vivre 2 fois mieux, il faudrait travailler 84 ans. Et on voit évidemment que c'est impossible. Donc, ce n'est pas un discours extrémiste, ce n'est pas un discours populiste. Ce sont les statistiques de l'INSEE qui montrent que, oui, depuis 15 ans, encore une fois, pour la majorité des gens, travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Ce qui explique encore une fois que le sujet est très puissant parce que quand ça dure 3-4 ans, on peut dire que c'est une phase transitoire, que ça va revenir. Mais quand ça dure depuis 15 ans, alors des nouvelles habitudes sont prises, un nouveau rapport au travail s'installe. Et oui, vous l'avez dit, il y a une forme de rationalité à se dire, puisque le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, alors le travail ne sera plus central dans ma vie, ça sera autre chose. Et c'est toutes aussi ces adaptations au travail que j'essaye de regarder. La promesse, elle est rompue, en fait. C'est ça, la promesse du travail, effectivement. C'est là un tout petit peu tout. En plus, c'est paradoxal, cela dit, parce que la promesse, elle est rompue. Vous l'avez dit, qu'il y a la question de niveau de vie. Mais en même temps, on n'a jamais aussi bien vécu en France.
voyez? Oui, alors ça, c'est l'objection habituelle. C'est-à-dire, comment peut-on dire que le travail ne paye plus, puisque au sens économique du terme, avec une heure de travail, une semaine ou une année de travail, on achète plus de biens ou de services, à l'exception notable du logement quand même, qu'il y a 10 ou il y a 20 ans. Donc, c'est vrai que d'un point de vue technique strict, le travail n'a jamais autant payé. Oui. Ça, c'est vrai. Mais quand on dit que le travail ne paie plus, quand les enquêtes, ou avec des gens qui disent que le travail ne paie plus, ce qu'ils veulent dire, c'est ce que montrent aussi les statistiques, et donc c'est aussi rationnel et aussi objectif, c'est que d'année en année, ils ne vivent pas mieux. Alors, ils partent de plus haut, ça c'est vrai, ça c'est absolument incontestable, mais la promesse du travail, c'était d'améliorer sa vie année après année en travaillant. Et ça, cette promesse-là, elle est objectivement rompue pour la majorité des gens, et c'est ça qui entraîne, me semble-t-il, une adaptation à la réalité du travail, et donc pas un seul, mais des nouveaux rapports au travail. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a vraiment un nouveau rapport au travail, notamment sur la question de la durée au travail. Depuis les 35 heures, il y avait toujours un peu cet objectif de travailler moins, enfin même bien avant évidemment, oui, mais, de travailler moins. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on ne peut plus travailler moins. C'est ce que j'essaye de montrer aussi, il y a deux ruptures en fait depuis 45. La première, c'est que travailler ne permet plus à la majorité des gens de changer de niveau de vie, puisque le pouvoir d'achat depuis 15 ans augmente de 0,8% par an, et on n'avait jamais vu ça depuis la Seconde Guerre. Ouais. Et la deuxième rupture qui se produit depuis la Seconde Guerre, c'est que la durée du travail ne diminue plus. On a l'impression, parce qu'on est un peu focalisé sur le présent, que c'est avec les 35 heures que la durée du travail a diminué. Mais non, depuis 1945, tous les 20 ans à peu près, la durée du travail diminuait de 200 heures. On travaille 2200 heures en 1950, 2000 en 1970, 1800 en 1990 et puis 2000 depuis le début des années 2000. Et donc, ce qui est spécifique, c'est que pour la première fois depuis 1945, une génération, ou les générations qui bossent aujourd'hui, ne vont pas travailler moins que leurs parents, alors que leurs parents ont travaillé moins que leurs grands-parents, qui eux-mêmes ont travaillé moins que les arrière-grands-parents. Ouais. Donc, il y a une rupture dans la chaîne des générations sur ce point de la durée du travail aussi. Et c'est même plus qu'une rupture, parce que ça, je parle de la durée annuelle, mais la durée du travail sur la vie, elle augmente. C'est-à-dire qu'il fallait bosser 37 ans pour partir à la retraite à la fin des années 90. Aujourd'hui, c'est 42 ou 43 ans. Ouais. Et l'augmentation de la durée du travail sur la vie va plus vite que l'augmentation de l'espérance de vie après 60 ans. Donc la part du travail sur la vie réaugmente à nouveau. Et c'est nécessaire, je ne conteste pas dans le bouquin que ça soit nécessaire, mais il ne faut pas négliger la double rupture qui est en train de se produire. Encore une fois, les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération depuis 1945 qui ne vont pas vivre mieux que leurs parents et qui vont sans doute travailler davantage. Ouais. On va parler en plus de la taxation du travail, enfin le problème de la fiscalité sur le travail. Là aussi, vous sortiez des chiffres qui font un peu grincer des dents. On reviendra sur votre solution. Vous dites, grosso modo, il faut prélever 100 milliards. Il y a 100 milliards en moins dans les prélèvements qui pèsent sur le travail. On va revenir là-dessus, Antoine Fouché. Juste encore un point qui m'a frappé. On le sait, mais quand c'est écrit, ça fait toujours plus d'effet. Le travail est 8 fois plus taxé que l'héritage. Ouais. C'est vrai, enfin, on le sent bien avec notamment la question de la taxe FAT, etc. Mais enfin, c'est un peu vertigineux quand on... Oui, ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que les larmes que l'on verse sur le travail qui ne paie plus, c'est un peu des larmes de crocodile. Et je parle de la majorité d'entre nous, y compris des travailleurs, de l'ensemble des citoyens, parce que l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons qui fait que le travail ne paie plus, c'est l'augmentation de la différence entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. C'est-à-dire l'augmentation entre le super brut et le super net, pour être un peu technique. Et quand j'essaie de faire un comparatif pédagogique entre les différences de taxation sur les différentes sources de revenus en France. Et c'est vrai que quand on gagne 100 € en France en travaillant en moyenne, on en garde 54. Quand on gagne 100 € en investissant financier ou immobilier, on en garde 70. Quand on gagne 100 € à la retraite, on en garde 86. Et quand on gagne 100 € en héritant, on en garde 94. Et donc, on voit, et ça, il n'y a rien qui nous condamne à ça. Ce sont des choix politiques, économiques, votés année après année, gauche comme droite comme centre,
qu'on a fait, et les extrêmes, ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite, en fait, ne proposent vraiment de revenir là-dessus, sauf sur l'héritage pour l'extrême gauche. Et donc, il y a une forme de consensus un peu anti-travail ou de consensus pour la taxation du travail, où collectivement, on préfère taxer les travailleurs plutôt que les héritiers ou les rentiers ou les consommateurs, et donc, ou les retraités. Et ça, j'essaye de poser ça de façon très pédagogique et le plus documenté possible, et non polémique, pour dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement pour que, sans que ça coûte 1 euro de plus aux boîtes, et sans que les gens travaillent plus, on ait une meilleure rémunération du travail. Encore un autre chiffre sur l'héritage, et puis après on passera justement sur vos propositions, Antoine Fauché, dans votre livre, donc, dont je rappelle le titre, Sortir du travail, qui ne paye plus, c'est que vous dites 60% du patrimoine des personnes vient en fait du hasard de la naissance et n'a rien à voir en fait avec le fait qu'ils aient réussi ou pas dans leur vie. Donc finalement, c'est les héritiers qui aujourd'hui sont les plus riches, ça paraît assez normal, mais c'est quand même fou, 60%, plus de la moitié du patrimoine, en fait, ça dépend un peu de la loterie de la vie, où est-ce que vous êtes né, grosso modo. Oui, exactement. Et ça, c'est une situation alors que chacun peut retrouver sur la source, en disant quand même c'est bizarre ce chiffre, mais c'est un rapport du Conseil d'analyse économique, d'un rapport qui est paru en décembre 2001 qui s'appelle « Repenser l'héritage ». Et c'est vrai que, dit de façon non technique, la majorité de ce que les gens ont aujourd'hui, ce que les Français, ce que nous, en tant que Français, avons, n'est pas lié à notre mérite ou à notre travail, mais au hasard de la naissance. Et si on dit qu'on veut que le travail soit la principale source de distribution de la richesse, que la manière dont la richesse se répartit dans notre société se fasse en fonction du mérite et du travail de chacun, on est obligé de tenir compte de ça. Donc il y a évidemment une allergie, quand on voit dans les enquêtes d'opinion, à la taxation d'héritage dans le pays, et donc sur le motif qu'il ne faut pas taxer une deuxième fois ce qui a déjà été taxé, et on peut complètement le comprendre. Mais d'un autre côté, il faut aussi concilier un autre principe, qui est qu'on ne peut pas considérer qu'on est dans une société du travail quand le travail n'est pas le principal facteur explicatif de la richesse des gens. Si c'est la naissance, alors on est en train de rebasculer dans un autre type de société, mais qui n'est pas une société méritocratique et une société du travail. Et donc qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas tenable dans le temps, parce que quand même, le fait que ce soit d'abord le travail qui explique la richesse, Antoine, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, alors qu'on célèbre certains grands patrons qui sont les hommes les plus riches du monde, de France, de tout ce que vous voulez, est-ce qu'on est un peu dans cette société ou pas, à vos yeux? Ce n'est pas à mes yeux, ce sont les chiffres. Encore une fois, avec 60%, c'était 35% dans les années 70, et c'était... c'était à un peu plus de 80% au début de la Troisième République, à la fin du 19e siècle. Et donc, on n'est pas encore revenu à une société très inégalitaire comme la France était il y a 150 ans. Mais le problème, c'est qu'on est en train de reprendre ce chemin-là. Et encore une fois, les inégalités pouvaient être acceptables il y a 150 ans. Maintenant, si on reste avec ça, je pense qu'on va au-devant de colère longues, profondes, et qui nous affaibliront collectivement, y compris ceux qui pourraient avoir envie, dans un premier temps, de refuser des évolutions. Et en même temps, vous dites, si on redistribuait 100% de ce que gagnent les gens les plus riches en France, les 16 000 personnes qui gagnent plus de 22 000 euros par mois, finalement, ça ferait que 35 euros par personne, donc ça vaut vraiment pas le coup. Et surtout, ce n'est pas la solution. Non, on revient au revenu, c'est-à-dire que j'essaye de démonter... mais encore une fois en sourçant, de façon à ce que chacun puisse aller vérifier les chiffres, de démonter un peu les préjugés qui expliquent, qui essayent d'expliquer pourquoi est-ce que le travail ne paye plus. Donc, ce n'est pas une question de répartition entre le travail et le capital, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre, l'INSEE, le Trésor, la Banque de France, etc., montrent que le partage est stable en France, contrairement aux États-Unis, par exemple. Donc, pour le dire de façon imagée, les entreprises en France ne se sont pas gavés sur le dos des salariés. Voilà. Alors, contrairement à d'autres pays, ce n'est pas une question non plus d'inégalité entre les salaires, entre les salariés, parce que ces inégalités n'ont pas augmenté, sauf pour quelques centaines de personnes. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, oui, ça ne suffit pas à expliquer les quelques centaines de personnes qui ont des revenus de millions ou de dizaines de millions d'euros. C'est toxique démocratiquement, parce que justement, ça
que c'est une question d'inégalité, alors que non, notre question principale, c'est qu'on ne produit plus assez de richesses collectivement pour en redistribuer à tout le monde. Antoine Fouché, maintenant, il nous reste peu de minutes. Ça passe très vite parce que c'est quand même très intéressant, surtout en ce moment dans ce débat actuel. On fait quoi? Qu'est-ce que vous préconisez? Puisque on va parler pouvoir d'achat, on va parler salaire dans les prochaines semaines. C'est évident, on va parler budget et on va parler salaire, quoi. Oui, eh bien, à moyen terme, il n'y a pas d'autre choix que de réindustrialiser, d'investir à fond sur l'éducation et l'innovation. Ouais. Ça, il faut dire la vérité aux Français. Mais ça, c'est dans longtemps. Oui, c'est pas immédiat comme mesure. Se contenter de ça, mais il faut quand même dire cette part de vérité-là, parce que tant qu'on tant qu'on n'élève pas notre niveau de jeu collectif en matière de compétences, on pourra toujours attendre du pouvoir d'achat supplémentaire, il n'arrivera jamais. Donc ça, il faut vraiment quand même le dire, et ça prendra des décennies que ça devienne structurel, parce que ça fait des décennies qu'on s'est désindustrialisé et qu'on devient moins compétent que plein d'autres pays dans le monde, à un point dont on n'a pas conscience. Donc j'insiste là-dessus dans le bouquin, parce que il n'y a pas de solution magique non plus comme ça qui tombe du ciel. Ça fait 40 ans qu'on s'appauvrit. On va mettre 20 ou 30 ans à retrouver une économie industrialisée. Mais on ne peut pas dire aux gens, bah, écoutez, rendez-vous dans 20 ans, puis en attendant, on n'en parle pas. Et donc la solution à court terme, que moi je propose en tout cas, c'est de réduire l'écart entre ce que les gens gagnent, parce que l'argent, ils en gagnent. Mais comment? Il nous reste une minute, Antoine. Comment? On fait quoi? Entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent sur leur compte. Et on prélève, vous avez dit qu'il fallait sortir 100 milliards de ce qui pèse. C'est-à-dire on pourrait redistribuer 100 milliards aux travailleurs, donc c'est-à-dire les salariés, les indépendants et les fonctionnaires, ce qui garantirait une augmentation de salaire de 3 à 6% par an chaque année pendant 5 ans à l'ensemble des travailleurs. Donc ça permettrait quand même de redonner de l'air. Et comme on ne peut pas se permettre de faire du déficit en plus, eh bien, ces 100 milliards-là, on les source ailleurs, sur la rente du capital, sur les héritiers les plus chanceux, les 10% des héritiers les plus chanceux, on ne touche pas à 90% des héritiers, sur les retraités les plus aisés, les 20% des retraités les plus aisés, on ne touche pas à 80% des retraités, et sur la consommation la moins essentielle. Merci beaucoup, Antoine Fouché. Merci d'avoir été avec nous en direct donc, de la REF, dans l'hippodrome de Longchamp. Je rappelle le titre de votre livre, à lire surtout, Sortir du travail qui ne paie plus, et c'est aux éditions de l'Aube. Merci, Antoine Fouché.